Ouais, je vais commencer dans le vif du sujet. Vas-y. Pourquoi t'es ici? Wow! Ben, parce que premièrement, tu m'as approché. Puis je Uh-huh. voulais que approcher un sujet qui n'est Mhm. pas assez parlé pour les femmes, ni pour les hommes, parce que vous aussi, vous le vivez, mais comme dans l'ombre de nous. Fait que je voulais apporter le sujet de la fausse couche et la fertilité chez les couples, autant que ce soit jeune ou comme avec plus âgé. Là. Plus âgé. Chloé, t'as 28 ans, non? Oui, exactement. Et tu me dis, t'as vécu combien de fausses couches? En total, on totalise 7 grossesses, donc 6 fausses couches. Wow. Ça fait quoi vivre une fausse couche? C'est dur. C'est dur pour le psychologique, puis c'est dur pour le physique, le mental. C'est dur pour l'entourage, parce qu'ils savent pas comment agir non plus dans tout ça. Puis ils veulent juste être là, bienveillants, puis comme te soutenir. Puis souvent, ils n'ont pas les mots nécessaires, les bons mots pour te soutenir. Mais tu le sais que c'est juste maladroit, puis c'est juste bienveillant dans tout ça. Puis c'est dur aussi vraiment sur un couple, vivre des émotions aussi dures. Mais je pense que si tu as un couple solide qui s'aime malgré tout, je pense que tu peux passer à travers puis vivre vraiment une belle aventure. Wow, j'adore ça. Parce qu'à travers ces émotions difficiles, là, comme tu le dis, ça permet aussi de renforcer le couple pour voir si vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Ouais. C'est quoi souffrir? Parce que j'ai l'impression qu'avec 6 fausses couches, c'est sûr et certain que tu sais c'est quoi quelque peu perdre un être cher ou genre souffrir. C'est quoi cette souffrance-là, en fait? Ben, tu sais, c'est une perte que... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, t'as l'espoir de voir un mini vous deux se construire, puis voir évoluer. Puis c'est la perte d'un rêve en même temps parce que tu le vois, comme tu perds ton rêve puis ton espoir qui viennent de... qui vient pour être au monde puis que tu perds en même temps. D'un seul coup. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi une fausse couche en fait pour les gens qui ne savent pas vraiment? Que je pense que c'est beaucoup de gens qui pensent qu'ils savent ça mais ils savent pas vraiment. C'est quoi une fausse couche en fait? Ben, en fait, une fausse couche, c'est un embryon qui évolue, qui vient pour être un bébé. Puis t'as les fausses couches qui sont précoces, qu'on parle dans les débuts de semaine, que la plupart des femmes ne découvrent pas parce que ça va paraître comme un caillot sanguin, puis il va juste tomber dans la bolle de toilette, puis tu vas le flusher. T'as ceux-là que tu vas perdre entre la 11e puis la 13e semaine. Ça, c'est ton premier 3 mois. Là, il va falloir que tu ailles à l'hôpital, tu te fasses un curetage. C'est quoi un curetage en fait? Un curetage, c'est... ils vont aspirer le bébé avec un aspirateur, je crois. Là. Ça, je l'ai vécu une fois. Ils te donnent un médicament pour te geler, pour pas que tu sentes. Puis ils vont aspirer le bébé, puis c'est fini. Ils aspirent le bébé et c'est fini dans le fond. Il rentre c'est un tube, je pense. Puis c'est comme, mettons, moi je l'ai vu comme ça, là. C'est comme quand tu vas chez le dentiste. Puis qui aspire ton liquide dans la bouche, là, la petite balayeuse. Là. Oh, c'est ça? Fait que je sais pas si c'est ça, parce que moi, je vivais beaucoup de... Mais c'est ce que... Ça fait le même bruit, honnêtement. Fait que ça fait... Tu sais, t'as l'insert, puis là, ils vont aller gratter, puis tout ça pour être sûr qu'ils ont tout enlevé, comme les parois de l'utérus, que dans le fond, le sac que le bébé était. Tu te sentais comment au lendemain de ces choses-là? Au lendemain d'une fausse couche? Oh, mon Dieu. C'est un sens... C'est tellement... Je m'excuse, là. C'est quelque chose de vraiment comme... triste.
tu sais pas comment agir, puis tu sais pas quoi dire au monde quand que tu le perds, puis quand tu vis ça. Je m'excuse. Mon Dieu, c'est pas chic, là. Non, mais t'inquiète pas. On n'est pas ici pour être chic non plus. C'est tellement impuissant comme sentiment, puis tellement fâchant de perdre cet espoir-là. Et je savais qu'en venant ici, ça venait chercher des émotions, mais là, Non, mais je vais loin, là. wow. C'est quoi qui te touche aussi fort dans cette situation-là? Est-ce que c'est le sentiment d'impuissance de j'ai touché d'aussi près cet être-là qui aurait pu être mon enfant et bam, ça va jamais arriver? Exactement. Parce que quand j'ai vécu cette histoire-là, moi puis mon chum, on avait déjà vu le bébé 3 fois en échographie. On le voyait grandir, puis on voyait qu'il évoluait super bien. Puis quand on vient aux 3 mois, puis que là, ils disent « Attendez, je reviens. » Là, moi puis mon chum, on se regarde, on est comme « Il y a quelque chose qui va pas, là. » Puis là, il est comme « Il y a pas la grandeur qu'il est censé d'avoir. » Puis là, il grandit l'image. Puis là, il voit qu'il n'y a plus de petit cœur qui bat. Tu viens de tout perdre. D'un coup. Oh. C'est vrai que ça a l'air difficile parce que tu as vu cet enfant-là, comme tu dis, 3 fois. Ouais. À ce moment-là, et ça, c'est un exemple spécifique. Et malheureusement, tu en as vécu d'autres. Ouais. Donc, mais tu avais celle-là, vu ça a été l'enfant. la pire. Ça a été la pire. Ouais. C'était à combien de mois? Donc, tu as dit 3 mois après J'étais à ma Ouais. 12e semaine. À la 12e semaine Ouais, que fait tu as que j'étais à appris mon ton 3 mois de fête de grossesse. Et en fait, pour les ignorants comme moi, je suis désolé, mais je fais ce podcast aussi pour apprendre Non, moi non, aussi. c'est Mais comme, correct. c'est quoi les stades de grossesse? C'est quand Que on peut se dire 3 que l'enfant trimestres. n'est plus précaire et c'est bon, il va naître Aux 12 quasiment. semaines. Aux 12 semaines, tu vas savoir. Entre la 11e et la 13e semaine, si t'as passé ce stade-là, t'as beaucoup moins de chances de perdre ton enfant. Il est bien accroché, puis il est en santé. La plupart du temps, à la 13e semaine, tu vas aller faire une clarté nucale pour voir si le bébé n'a pas une trisomie 21 ou un ralentissement de croissance ou quelque chose comme ça. Puis tu peux pousser les tests aussi avec des prises de sang, savoir le sexe du bébé à partir de la 8e semaine. Pour savoir en même temps, pour t'apprêter en même temps quel type de chambre tu vas faire aux couleurs, je sais pas quoi, pour ceux qui sont dans Si ces tu choses-là. veux, comme moi, le savoir, là, tu payes. Puis Ça coûte combien, ça? ça dépend. Moi, ça dépend si tu le fais avec prénato, clinique prénato, OVO, quelque chose comme ça. Ils le font, c'est entre les 500 et 600 $, je pense. Moi, mon médecin m'avait dit de faire affaire avec une compagnie à Montréal qui prenait les prises de sang, puis il envoyait ça au New Jersey. Fait que là, tu payais 99 US. OK. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est le quart du prix, fait qu'on va essayer voir. Pour la t'sais. même chose. Ouais. Pour la même chose ici. Fait que j'étais comme, on va essayer, on va voir si c'est vraiment vrai. Fait qu'on l'a fait, puis finalement, c'est ça, on a reçu le courriel pour ma fille que j'ai présentement. Je l'ai transféré, on a vu si tout était correct. Puis le sexe, moi, je veux faire un gender reveal. Fait que j'ai envoyé le courriel directement à ma cousine qui s'occupait de ça. Puis j'étais comme, let's go, have fun. Ah, ça, c'est cool. Ouais. C'est vraiment cool, en fait. Fait là. que c'était la seule à le savoir. Puis... Au gender reveal, tout le monde l'a su. Ouais. Mais cette grossesse-là qui a abouti et Oui. l'enfant qui est né, qui se porte bien présentement, Oui. tu l'as vécu comment après avoir vécu autant de fausses couches? C'était en fait, tu m'as dit aussi que tu avais fait une fausse couche récente. Est-ce que c'est après cet enfant-là? Oui. Oh, J'en ai ok. fait 3 après... Oh! 3 après ma fille, oui. Wow! Dans les derniers mois, j'en ai fait une en octobre, une en novembre, puis une en décembre, fin janvier, début janvier. Avant d'aller là-dedans, est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi tu fais autant de fausses couches sur le plan médical? Oui, mais dans le fond, moi, j'ai les ovaires polykystiques.
J'ai un facteur 5 de l'Éden. Donc, c'est un problème de coagulation sanguine. Donc, j'ai de la difficulté à tomber enceinte. On doit aller dans les hormones puis tout ça pour stimuler mes ovaires pour qu'ils puissent produire. Parce que dans le fond, les ovaires polykystiques, ce que ça fait, c'est que des fois, t'es aménorrhée. Fait que t'as pas de règles. Aménorrhée, ça veut dire que t'as pas de règles. Ouais, t'as pas de menstruation à chaque mois. Tu sais, ça l'arrive quand que ça l'arrive, puis faut que tu déclenches à chaque mois. Comme moi, je suis là. Il faut que je prenne une petite un médicament qui fait en sorte que je prends après tant de jours que j'ai pas eu de menstruation pour pas garder tout ça en dedans de moi. Fait que on déclenche mes règles, je prends une hormone qui fait en sorte que là, ça va stimuler mes ovaires, qui va faire en sorte que je vais ovuler dans le fond. Fait que... OK, ça te permet en même temps de tomber... ouais. D'avoir tes chances de tomber enceinte. De tomber enceinte. Puis là, un coup que j'ai tombé enceinte avec le facteur 5 de l'Éden, ce que ça fait, c'est que tu peux faire des caillots sanguins. Fait que tu peux faire des AVC, des embolies pulmonaires, des phlébites. Tu peux... Comme moi, dans mon cas, ce qui arrivait que je faisais des fausses couches, c'est parce que le sang se rendait pas bien à l'utérus. Fait que souvent, parce que ça demande plus de... L'utérus va demander plus de sang, puis plus comme ça, mais mon sang se rendait pas bien. Fait que ça fait que le sang se rend pas bien au bébé, fait que ça va pas bien le nourrir. Ça va pas bien l'oxygéner. Fait qu'à ce moment-là, je vais faire des fausses couches. Est-ce que tomber enceinte, c'est stressant? Ça te stresse? Moi, c'est un processus qui me stresse énormément beaucoup. Quand je vois le test positif sur la barre, c'est vraiment quelque chose qui va venir ça me crée vraiment une angoisse. Mais à Charlie, à ma fille, mon chum était comme, OK, là, c'est la 4e, on va attendre avant d'en parler. On va le garder juste pour nous deux. Puis j'étais comme, non, c'est la bonne. Puis t'es comme, mais là, tu disais ça aussi aux autres. J'étais comme, non, les autres, j'étais vraiment stressée. J'avais une angoisse. Il fallait que... Je sais que c'est pas bon. Mais moi, c'était mon moyen de contrôler... mon anxiété. Fait que je faisais des tests à tous les jours. Puis je pouvais en faire 3 à 4 tests de grossesse par jour. Wow. 3 à 4 tests de grossesse par jour. Ah, c'est énorme. Puis, mettons, je vais être enceinte jusqu'à la 8e semaine. Ben, tu sais, c'est... À tous les jours, je vais me lever, je vais faire un test ou je vais aller, mettons, déjeuner avec mon frère. Puis je vais revenir à la maison, je vais être comme, il est comme... Mais est-ce que c'est fiable? C'est-à-dire que... Non. Est-ce que parfois... wow. Non, c'est pas fiable parce que tu vois, dernièrement, ma dernière, on est comme sûr, mais pas sûr que c'est une fausse couche. Parce que le médecin m'a fait faire des prises de sang. Parce que j'ai demandé à faire des prises de sang pour savoir si j'étais vraiment enceinte. Parce que je sentais que c'était comme à ma fille. J'étais comme, c'est pas la même... J'ai pas le même type d'anxiété que j'ai. Fait que j'ai contacté mon médecin. Puis là, elle m'a fait faire une prise de sang. Dans la nuit que j'ai vu le médecin, j'ai commencé à saigner énormément dans mon lit. Fait que là, j'ai fait OK. Le lendemain, j'ai contacté la clinique, tout ça. On m'appelle. Dans la journée, on m'appelle. On me dit, oui, Madame Morin, on a perdu votre prise de sang. Elle n'a jamais été envoyée au laboratoire. On s'est trompé dans les pots, tout ça. On n'a pas bien inscrit votre nom. Je suis comme, OK. Pas de stress. Je dis, de toute façon, j'ai un rendez-vous aujourd'hui avec le médecin parce que j'ai commencé à avoir des saignements cette nuit. Elle dit, OK, parfait. Elle dit, on va faire la prise de sang au même moment. Je suis comme, OK. Pendant que je suis dans la salle de tente avec mon copain, elle nous dit, je reçois un appel de la gynécologue qui me dit, oui, mais vous n'êtes pas enceinte. Je suis comme, mais vous avez perdu la prise de sang. Fait que là, je suis comme, ben, moi, je vois que vous n'êtes pas enceinte, qu'il n'y a pas d'hormones de grossesse. Je suis comme, j'ai fait 17 tests de grossesse. Il y en a un négatif, puis les autres sont tous positifs. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de bébé. Elle me dit non. Mais moi, la veille, on avait été... parce que ma mère était venue avec moi.
j'avais été voir justement la médecin. Puis on avait fait une échographie. On voyait qu'il y a un petit quelque chose, mais on n'était pas sûr si c'était ça parce que c'était trop avancé. Puis dans la nuit, ben justement, je l'ai perdu. Ben, je sais pas si je l'ai perdu ou si c'était juste mes règles normales à ce moment-là. Mais elle me dit ben moi, je vois que vous n'êtes pas enceinte. Je suis comme mais Ouais, vous avez perdu mes prises de sang. Qui me dit que c'est vraiment les miennes? c'est ça. Peut-être que c'était les prises de sang de quelqu'un d'autre. Mais j'ai envie de te demander. Tu dis que tomber enceinte, c'est un gros facteur d'anxiété pour toi. Mais est-ce que tu ne trouves pas que le fait d'être autant stressé concrétise cette fausse couche, dans le sens que tu es tellement stressé que Ça va l'enfant créer... Ben, mon chum pense que oui. Honnêtement, mon chum dit... Il pense exactement comme toi, puis il pense que oui. T'sais, vu que je suis stressée, ça crée beaucoup trop d'angoisse. Mon corps, il est comme trop crispé ou je sais pas. Ou vu que je me dis déjà que je vais le perdre, que la grossesse, elle arrive pas, elle aboutit pas. Et tu penses quoi tu penses quoi de ça? Moi, je pense qu'il n'y a pas tort dans tout ça. Parce que, dans le fond, à chaque fois, je me dis, ça fonctionne pas, c'est pas la bonne, ou que je vis trop d'anxiété, puis qu'il faut que je fasse des tests de grossesse, puis que pour me sentir mieux, je le sais en dedans de moi que, genre, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Est-ce que tu as peur de laisser les choses... Peut-être que c'est pas la bonne manière de le dire, mais est-ce que tu as peur de donner contrôle? C'est-à-dire que... En fait, est-ce que tu as peur de l'abandon? Perdre quelque chose, oui. Perdre quelque chose que on a travaillé fort pour avoir. Puis qu'on envoie toute notre énergie là-dedans. Parce que, tu sais, souvent le monde va faire comme arrête d'y penser. Quand tu vas arrêter d'y penser, là, ça va arriver. Tu dis quoi à ces gens-là? J'aimerais ça. J'aimerais ça juste laisser toute cette anxiété-là. Puis juste comme, me garde, mais je vais être prête. Puis que ça va arriver quand ça va arriver. J'aimerais ça. J'aimerais ça vivre ça. Mais j'ai pas cette chance-là. Faut que je calcule tout à la lettre. Je calcule mes règles. Faut que je déclenche mes règles. Faut que je me pique. Faut que je prenne mon hormone. Faut que je calcule c'est dans combien de jours mon ovulation pour qu'on essaye. Puis en même temps, c'est pas le fun pour mon chum vivre tout ça. Parce que quand c'est tout le temps de mon ovulation, il est comme... Lui, ça ne tente plus. Parce qu'il est comme... C'est pas naturel. Même lui, il aimerait ça comme... pouvoir vivre cette chance-là, je pense. De comme, ça va arriver quand ça va arriver. Mais malheureusement, on n'a pas cette chance-là. Puis moi, je me mets tout ce poids-là sur les épaules parce que je veux pas qu'il se sente trop... comment je pourrais bien le formuler? Je veux pas qu'il ait trop cette pression-là. Parce que je sais que lui, c'est pas quelque chose qu'il aime. Tu prends toute cette charge mentale-là, dans le fond, sur toi seul? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que les hommes comprennent pas de la grossesse? C'est quoi un homme a la difficulté à comprendre quand une femme tombe enceinte? Si c'est réel ou non. Tu peux dire, oui, je suis enceinte, puis que finalement... l'homme, de ce que j'ai remarqué, l'homme va beaucoup plus comprendre que la femme est vraiment enceinte quand il va le voir ou entendre le cœur battre. Vous, comme nous, on a les effets secondaires de la grossesse, on a les nausées, les vomissements, les seins sensibles, le ballonnement, comme notre corps change. Puis vous êtes juste là à côté, puis vous attendez. Vous attendez comme elle est enceinte T'as l'air quasiment jalouse. Non, je suis pas jalouse parce que j'ai adoré être enceinte malgré tout, parce que moi j'ai été malade de la 8e semaine à quand j'ai accouché à ma fille. J'étais malade là. Je vomissais à tous les jours.
Mais mon Dieu que j'ai aimé ça. C'est quoi t'aimes le plus de quand t'es enceinte? Ah, tout est plus beau. Une femme enceinte, c'est beau. C'est belle. C'est le teint, il est comme... C'est spécial, une femme enceinte. C'est beau à voir. Sentir le bébé bouger. Ah. C'est vrai, ça doit être Ça, incroyable. c'est le fun. Hein? Ça, c'est un lien que, malheureusement, vous, les papas, vous ne pouvez pas connaître ça. Uh-huh. Tu sais, des fois, je suis comme... J'étais sur le divan, puis j'étais comme... Elle bouge. Là, mon chum mettait sa main, elle arrêtait. Elle niaisait déjà son père. Puis souvent, les bébés vont faire ça. Tu sais, le papa, il a tellement hâte de le sentir bouger pour voir, genre, qu'est-ce que c'est. Ouais. Puis finalement, le bébé, il est comme... Non, pas tout de suite. Pas toi. Pas toi. Est-ce que tu trouves que c'est autant simple pour un homme de faire établir cette connexion émotionnelle-là avec le bébé dès le départ versus une femme? C'est-à-dire, toi, tu l'as porté dans ton corps pendant 9 mois. Et est-ce que c'est autant instantané qu'avec toi? Moi, je pense pas. Je pense pas que c'est aussi instantané que une maman. Puis même une maman, ça peut arriver que la maman, elle ait pas ce lien-là qui se fasse toute seule. Puis c'est correct. C'est correct de prendre son temps, d'apprendre à connaître l'être humain que tu as mis au monde parce que c'est... Tu sais, en fait, tu la crées, mais tu la connais pas. Mm-hmm. Tu sais pas son tempérament, tu sais pas comment qu'elle va être, tu sais pas... est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que tu vas aimer le rôle d'être maman ou non? Ça, tu le sais pas. C'est vrai. C'est vrai et c'est pour très dur d'être parent. Oui. Puis tu sais, pour un change la vie. papa, lui, c'est encore plus dur parce qu'il n'a pas eu le lien dans le ventre de la maman. Mm-hmm. Moi, je pense que le lien se fait au long terme avec le papa. Pour ce qui est de mon copain, de mon chum, lui, ça a été au fil du temps. T'sais, il l'aimait et d'un amour inconditionnel déjà en partant. Là. Il aurait donné tout pour elle au moment qu'il l'a vu naître. Mais le lien, comme moi j'avais avec ma fille, comme faut que je check comment que ça respire ou es-tu correct ou dans les premières semaines, mon chum l'avait pas. Il était comme, mais non, elle est en vie, là. Tu vois, là, elle est en vie. Mon chum, c'est arrivé plus tard. Il avait donc peur qu'elle meure. Elle était rendue à 6-7 mois. J'étais comme, mais là, elle est en vie, elle est correcte. C'est comme si vous avez changé de rôle. Ouais. J'ai une question que ceux qui regardent bien le podcast savent que j'aime poser de temps en temps. Et j'ai envie de te dire, à part aujourd'hui, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? C'est quand la dernière fois j'ai pleuré. En décembre, quand j'ai perdu le dernier. Ben, qu'on sait oui ou non si je l'ai perdu. Pourquoi? Parce que je trouvais ça difficile de me faire répondre par la médecin. Mais de toute façon, c'est pas ta première. Oh! T'es habitué. Elle a dit ça? Ouais, au téléphone. J'étais dans la salle d'attente de voir l'autre médecin pour voir si j'étais correct. C'est vrai que... Les médecins, ils ont moins de tact. Puis je trouve que c'est peut-être un préjugé que je vais dire. Puis c'est peut-être... ce que je vais dire, c'est peut-être avancé aussi. Mais je trouve que les femmes médecins, ils ont beaucoup moins de tact qu'un homme. Ça veut dire quoi? Tu sais, mon premier médecin qui m'a suivi pendant quasiment toutes mes grossesses, à part la dernière, il était tellement désolé, puis il était tellement empathique, puis il se sentait... Tu le voyais qu'il se sentait mal là-dedans, puis qu'il était pas bien. Tu sais, quand tu fais quelque chose, puis t'es pas bien d'annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, comme, je suis vraiment désolée, mais il est décédé. Les hommes, ils ont beaucoup plus de compassion qu'une femme, je trouve. OK. Dans la médecine,
veux Oui, dire. oui, Ok, mais ok. surtout à ce Intéressant. niveau-là. Dans les autres niveaux, comme dans les autres specs de médecin, les autres stades, je sais pas. Je Mhm. pourrais pas te dire. Mais, Ah, peut-être que... mais gynécologiquement, Mhm. je trouve que les femmes, même pour des tests, mettons, des tests gynécologiques, les femmes vont être beaucoup plus brusques qu'un homme. S'il faut qu'ils fassent le pap test, ils vont être beaucoup plus... Let's go, on fait ça. L'homme va prendre plus le temps, il va faire... On dirait qu'il va prendre plus comme essayer de nous faire moins mal, le moins mal possible. Peut-être ça vient du fait que nous, on ne sait pas. Exactement. Et la femme, elle sait déjà, donc peut-être qu'elle est beaucoup plus confortable. Donc, elle dit, hey, OK, on fait ça, Ouais, ça. mais ça fait Ouais. mal. Fait comme... Hmm. L'homme est beaucoup plus doux à ce niveau-là. OK. Intéressant à savoir. De toute manière, nous, on parle de tout. J'aimerais te demander, c'est quoi ton expérience de fausse couche? En fait, on avait parlé au téléphone que tu avais eu une fausse couche de jumeaux, hein? Ouais. Ça s'est passé comment, cette expérience-là? Ça s'est passé J'ai comment? su extrêmement tôt que j'étais enceinte. Le test est devenu foncé tout de suite. Puis, dans ma semaine de travail, j'étais comme, OK, ça va. Tu sais, j'étais fatiguée. J'étais beaucoup plus fatiguée que j'étais auparavant. Mais, tu sais, à ce moment-là, j'avais pas fait de prise de sang. J'avais pas encore vu le médecin. Mhm. Là, les journées passent, les semaines passent. Puis là, on fait, oh! Là, je commence à avoir des petits spottings. Là, je suis comme, OK, c'est peut-être l'implantation de l'embryon, parce que des fois, tu peux avoir des saignements au début, puis c'est juste parce que l'embryon va se former dans ton utérus. Mais là, ça devenait plus gros, plus foncé. Puis, je finis ma semaine de travail. Ma dernière cliente, je sais pas comment la vie est faite, là. Mais à ma dernière cliente, je finis ma dernière cliente, je m'en vais aux toilettes. Puis là, je sens juste quelque chose tomber. Fait que là, je me lève, je regarde, puis on voit 2 poches, un gros cordon ombilical. Fait que c'était juste... Tout était juste déjà sorti comme ça. Ça, c'est une fausse couche précaire qu'on appelle, là. Précoce, en fait. Parce que c'était dans les premières semaines, puis l'embryon était vraiment petit, là. Wow. C'était à combien de semaines à peu près? Je pense que c'était à ma 5e ou ma 6e semaine. Tu t'es senti comment quand tu as vu ça? Parce que je me rappelle quand tu m'avais raconté ça la première fois et j'étais absolument choqué. Je savais pas que... moi, je savais pas que c'était comme ça. En toute franchise et toute naïveté, j'avais aucune idée en fait de c'était vraiment quoi une fausse couche avant même de te parler. T'es en train de me coacher là, mais C'est bien correct. je savais pas qu'on avait des visuels comme ça. C'est-à-dire tu voyais l'embryon Mais tu comme vois ça. vraiment Genre, un petit est-ce que tu vois quelque chose. un mini-humain? Là? Non, je sais c'est pas. c'est vraiment comme un tétard, là. C'est vraiment mini, là. C'est vraiment comme un petit... Ça doit être difficile, hein? C'est difficile. Tu sais, à ce moment-là, ben, mon chum est en bas, puis il travaille sur son auto. Fait que là, je suis comme, tu peux-tu monter, s'il te plaît? Il monte, il vient voir, puis il est comme, fuck. Puis comme, tu peux-tu sortir? Sors de la toilette, s'il te plaît. Que je sors de la toilette, puis là, il va flusher pour moi. Je pense que c'est la pire chose là-dedans. C'est de flusher, je pense. Ça doit être ça la pire chose là-dedans. Une des pires choses. Je pense que oui, parce que, tu sais, il est tellement fin, il est comme... Il veut pas... Tu sais, moi, je me mets toute la pression du début, puis lui, il se met ce poids-là sur lui, tu sais. C'est comme si T'es comme, bon... Allez-vous-en, ça n'existe plus. Ça existe plus. Tu sais, ça... En fait, là, c'est comme... À chaque fois que ça m'arrive, je suis comme... Bon, j'étais pas folle, j'étais vraiment enceinte.
On dirait qu'il faut que je me combat avec les médecins pour leur dire je suis enceinte. Puis ils sont comme non. Je suis comme je suis enceinte, je suis sûre à 100%. Ils sont comme ben là, il est trop tôt. Fait que je suis comme ok, on peut-tu faire une prise de sang? Ils sont comme oui, mais c'est trop tôt. Moi, c'est ce qu'on m'a répondu la dernière fois. J'étais comme ok, mais là, c'est parce que moi, j'ai pas une situation normale qu'il faut que je peux attendre la 11e semaine pour voir s'il y a un petit cœur qui bat là. Moi, aussitôt que j'ai un positif, il faut que je commence mes injections pour éclaircir mon sang, pour être capable de garder le bébé, là. Mhm. Fait que je veux savoir si je suis OK ou s'il faut... Si c'est juste une fausse espoir. Hmm. Est-ce que tu trouves que c'est compliqué de faire comprendre cet aspect-là aux gens qui s'occupent de toi dans le système de la santé? Oui, ils écoutent pas. Le personnel écoute pas, sont saturés. Puis en même temps, eux autres, c'est quelque chose qu'ils connaissent pas vraiment, cette situation-là. Fait qu'ils sont comme mais faut attendre. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hmm. Les secrétaires vont pas aller s'informer au médecin, voir hey, il y a cette patiente-là qui a appelé aujourd'hui. Puis en même temps, ils ont pas le temps de faire ça. Fait que je comprends. Mais en même temps, pour quelqu'un comme moi, je trouve ça difficile de se battre avec eux. Il faudrait tout le temps que j'aille au privé. Hmm. Est-ce que tu es découragé de la vie dans le sens que 6 fois on t'a enlevé tes enfants en quelque sorte, 6 fois t'as pas eu cette opportunité-là de accoucher. Tu penses quoi de ça? Philosophiquement parlant, juste comment tu vois ça en fait? Ben, en fait, je te dirais que j'ai eu ma fille. Si je suis juste pour avoir un enfant, je suis contente. La vie m'en a donné une, puis je me compte extrêmement chanceuse. Fait que les autres fausses couches qui arrivent malheureusement après, au début, avant d'avoir ma fille, j'étais vraiment comme déçue à chaque fois. J'étais triste, j'étais fâchée contre la vie. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait de la vie pour pas être capable de mettre un enfant au monde? Est-ce qu'on se sent Impuissant. un peu moins féminine en n'étant pas capable de tomber enceinte? Est-ce que c'est un sentiment qui peut naître parfois? Oui. Qui met en cause ta féminité d'un certain point de vue? Oui. Parce que, tu sais, je suis comme... J'avais aussi la peur que mon chum veuille aller voir quelqu'un d'autre pour avoir ce rôle-là. Parce que, tu sais, moi, je sais que mon chum, c'est quelque chose qu'il voulait avoir un enfant dans la vie. Les premières fois qu'on s'est vus, c'était dans son discours de je sais pas si t'as d'envie, tu veux des enfants, mais moi, un jour, j'en veux. J'étais comme, OK. Moi, à ce moment-là, j'étais comme, je sais pas, mais on verra. Puis finalement, ben, mon chum m'a donné envie d'avoir des enfants. Puis là, quand la cloche a sonne, là, dans ton intérieur, là, que c'est maintenant que t'en veux un, le sentiment d'impuissance que t'as, parce que la première fois que je suis tombée enceinte, c'est là que on a vécu le pire. En fait, quand tu as dit ça, même, je viens juste même d'avoir ce cauchemar-là, même que tu as vécu 6 fois malheureusement. C'est-à-dire que quoi? Tu es avec l'amour de ta vie, tu annonces que tu es enceinte, que vous êtes sur le point de fonder quelque chose d'extrêmement beau. Bam! L'espoir tombe. Pas maintenant. Toutes tes espoirs. Maintenant. Ouais. L'espoir tombe. T'as l'impression que le plancher en dessous, il sort, là. Je me rappelle, là, mon chum. Ah! Comment il a eu mal. Ça, c'était dur. C'était dur? Ouais. C'était dur de le voir. Parce que... Comment je le vis? En fait, comment je l'ai vécu, c'est... J'étais triste parce qu'on venait de perdre notre bébé. Notre petit espoir, ça fait longtemps qu'on travaille, puis que là, ça fonctionne.
Puis là, j'enlève ça à mon chum. Je suis comme, pourquoi mon corps me fait ça? C'est vrai. Est-ce que tu te sentais quelque peu coupable? Parce que c'est vrai. Parce que tu dis, pourquoi ton corps te fait ça? Est-ce que tu as l'impression d'être là, fautive là-dedans? Oui. Hmm. J'ai l'impression, c'est mon corps à moi qui me lâche. C'est pas le corps du voisin, c'est pas le corps de mon chum. C'est pas... C'est mon corps qui est comme... Non, c'est pas le bon moment. Est-ce que tu as déjà cherché... Est-ce que tu as déjà affronté cette peur-là au niveau professionnel, c'est-à-dire consulter des psychologues pour en parler, pour dire « Ah, j'ai vécu ça ». En fait, est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui a été traumatisé par ça? Je pense que oui. Puis non, j'ai pas été consultée pour toutes ces fausses couches-là. C'est quelque chose que je pense énormément faire. Parce que j'aimerais... Si on est pour en avoir un deuxième, parce que là, on a arrêté le processus d'en avoir un deuxième pour le moment. Si on est pour en avoir un deuxième, j'aimerais ça enlever cette anxiété-là. J'aimerais ça enlever cette peur-là de perdre encore à nouveau quelque chose que on tient tous ensemble. Ça doit vraiment pas être facile pour vrai. Est-ce que je peux me boucher? Bien sûr, tu peux te moucher. Ouais, bah oui. Servant, apportez, servant, s'il vous plaît, servant, dépêchez, servant. Je veux pas renifler dans le micro, c'est un peu difficile. Servante, merci. By the way, on va pas couper cette partie, mais waouh. Pour les spectateurs bien fidèles de Parlons-nous qui écoutent jusqu'à présent, vous voyez, on parle de tout. C'est touchant, émouvant, difficile, agréable, horrible, beau, magnifique. On parle de tout. La vie n'est pas facile pour tout le monde. Elle n'est pas toujours rose, elle n'est pas toujours obscure. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est important de se confier. Non, tu peux, va te boucher. Bon, fais vite parce que je peux pas faire un one-man show comme ça pendant un siècle là, mais c'est vrai que l'expérience qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de cet épisode, pour vrai, ça me touche beaucoup. Jamais, sur le plan personnel, j'imaginais que les fausses couches pouvaient avoir un tel impact sur le plan psychologique et le plan physique, parce qu'avant, je ne savais même pas que quand quelqu'un vivait une fausse couche, on pouvait voir l'embryon ou le bébé. En fait, je ne m'imaginais pas, en fait, ce détail-là, en fait, parce que dans ma tête, quand j'entendais fausse couche, ok, bon, l'enfant n'est plus là, ok, bon, il a disparu. Dans ma tête, j'imaginais que l'enfant s'évaporait, en quelque sorte. C'est très naïf de dire ça, mais j'avais l'impression qu'il s'évaporait en quelque sorte. Mais c'est vrai que c'est choquant, touchant, émouvant de voir la perspective de Chloé par rapport à ça et de probablement de millions de femmes qui vivent ça chaque année. Un sujet qu'on n'aborde pas vraiment beaucoup, qu'on ne parle pas vraiment beaucoup de ça. Chloé, est-ce que tu as l'impression que les gens comprennent c'est quoi une fausse couche en général dans la société? Je pense que il y a beaucoup de femmes qui en vivent, puis que le monde n'en parle pas. Je pense que le monde garde ça secret ou ils veulent le garder pour eux, puis c'est totalement correct. Mm-hmm. Tu sais, comme, ce sentiment-là de perte, d'espoir, de tes rêves, que là, tu perds, puis là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui en vivent, mais qui n'en parle pas. Dans ton entourage, est-ce que tu connais des gens qui ont déjà vécu des fausses couches? Oui. Il y a beaucoup de monde qui en ont vécu.
Au moins facile, 3 personnes dans mon entourage qui en ont perdu. Est-ce que tu as l'impression que ont tous autant souffert que toi? Je pense que oui. Pas parce que... Tu sais, oui, j'en ai énormément des fausses couches à mon actif, à notre actif, à moi puis mon copain. Mais que t'en perdes un ou que t'en perdes 10... Ça fait très mal. Ça fait mal pareil. Puis je pense que le sentiment que t'en as perdu un ou juste un peut faire très mal. J'ai envie de poser une question qui secoue parce que c'est aussi ça mon rôle, de poser des questions qui sont à contre-courant. Je veux poser des questions qui te challenge. Certains pourraient se demander pourquoi tu persistes, pourquoi tu continues, pourquoi tu persévères, pourquoi tu veux encore des enfants, sachant que tu as une très, 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 très haute probabilité de faire une fausse couche. Ben en fait, je pense que si j'arrêtais, c'est perdre l'espoir de. J'ai été capable d'en avoir une. Puis je sais que ça se peut. Puis ça se peut que aussi que je sois incapable d'en avoir un ou une deuxième. Mais je le sais que je suis capable de tomber enceinte. Je le sais que je suis capable. Ça, je le sais. Fait comme... Vouloir, comme... Arrêter, c'est quelque chose que... Je serais heureuse d'en avoir juste une. Mais ça serait de perdre l'espoir que j'aille une famille de 4. Tu sais, les normes te montrent que depuis qu'on est jeune, il y a une famille de 4, il y a une famille de 3, de 5 en fait. Moi et mon chum, on s'était toujours dit, on en veut 2 ou 4. C'est ce qu'on voulait. En fait, c'est ce que moi et mon chum, on voulait. Si on en a une, on va être hyper heureux, puis on est très... On est chanceux que la vie nous en ait donné une. Puis mon Dieu, qu'il y a quelque chose. Mais, c'est challengeant. Un enfant, c'est challengeant, puis ça te montre tes pires puis tes meilleurs côtés d'une personne. Oh! Tes pires et tes meilleurs côtés? Comment ça? Mon Dieu Seigneur. Ma fille, c'est une petite princesse, là. Elle est vraiment belle, c'est un petit ange. Puis, en même temps, c'est le pire des mondes. Mais... je l'aime d'amour, là, mais c'est challengeant un enfant, que ce soit le tien ou que ce soit l'enfant de quelqu'un d'autre. L'enfant de quelqu'un d'autre. T'sais, des fois, il y a des personnes qui sont dépassées, genre de comment que un enfant, ça peut te challenger. T'sais, tu dors pas pendant des heures, pendant des nuits consécutives, puis le lendemain, c'est comme, il y a pas de lendemain, là. T'sais, tu peux pas le mettre de côté, ok, je vais aller me coucher 2 heures pour me reposer. Mais la vie, elle continue, là. Qu'est-ce que quelqu'un qui est célibataire ne... Non, qu'est-ce que quelqu'un qui n'est pas parent ne s'imagine pas quand on devient parent? C'est-à-dire, c'est quoi qu'on peut pas s'imaginer avant de devenir réellement parent? Mais tu sais, souvent, avant que j'aille ma fille... Moi, j'étais comme, ben, j'ai un enfant, moi, je ferais pas ça. Oh! La vie te l'en met en pleine face. Te l'en met en pleine face, puis ça te fait challenger tes batailles. Tu choisis tes batailles. C'est quoi tu disais que tu ferais pas? J'étais comme, moi, ma fille, elle va manger assis à table. Elle pourra pas manger, comme sauter comme sur la chaise à côté ou bouger en même temps de manger. Mais ma fille, là, elle a de l'énergie, puis il faut qu'elle bouge. Je suis toujours là 2 secondes. Charlie, assis-toi, s'il te plaît. Charlie, assis tes fesses, tu vas te faire bobo. Mais tu sais, on mange, on est assis à la table au souper, au dîner, mais tu sais, faut qu'elle bouge. Super actif. Tu dirais que t'as appris quoi? C'est quoi la plus belle leçon que t'as appris en devenant mère? Le lâcher prise. C'est con. Comme je suis pas capable de lâcher prise pour les fausses couches puis mon anxiété. Mais ma fille m'apprend à lâcher prise par rapport à la vie, par rapport au temps, par rapport à l'argent, par rapport à
à beaucoup de choses. Tu sais, les nuits blanches que j'ai passées, c'est pas grave. Ça reviendra pas, là. Parce que c'est vrai que tu dois faire beaucoup de sacrifices quand tu deviens parent, là. Tu t'oublies. Énormément de sacrifices. Tu dis, tu t'oublies? Oui. En tout cas, nous, dans les premières semaines, on oubliait de manger. Tu oubliais de manger on mangeait les pas, premières on semaines. faisait juste manger les... Comme on déjeunait pas, on dînait pas. Là, à 10h le soir, on était comme, oh, on a faim, là. Faudrait manger. On est... Wow, à ce tout point-là. ton... Oui, toute ton existence, en tout cas pour nous, toute ton existence tourne alentour de cet enfant-là. Puis dans les premières semaines, on oubliait de manger. On est deux, là, à s'occuper d'un petit être qui fait juste dormir et boire. Wow. Mais j'ai envie de te demander, quand on n'est pas parent, on est toujours le centre de notre propre univers, c'est-à-dire que la personne qu'on s'inquiète le plus pour, c'est nous-mêmes. Quand l'enfant naît, c'est probablement cet enfant-là ou ces enfants-là. Ça change quoi dans une vie, ça? Toutes tes décisions vont être par rapport à eux et non toi. Est-ce que si je fais ça, c'est correct? Elle va-tu être correct? Est-ce que, mettons, je l'envoie-tu à la garderie ou je reste avec elle? Tu sais, dans la vie d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont chanceux qui peuvent rester avec leur enfant, mais en même temps, si tu restes avec ton enfant, tu t'oublies encore là parce que la prophétie, pour ce que tu as étudié ou tu as travaillé pour avoir, que tu as acquis puis tu as travaillé fort, tu le mets de côté pour cet enfant-là. Est-ce que c'est un peu égoïste de l'envoyer à la garderie pour penser un peu à toi puis de l'envoyer puis de continuer de travailler? Ça a été challengeant aussi. C'est vrai, c'est un choix difficile. Hein? C'est un choix difficile, mais en même temps, je pense qu'un parent heureux fait un enfant heureux. J'aime ça. Un parent heureux fait un enfant heureux. Oui. Au même principe, mettons, je te pose la question. T'as un enfant avec ta conjointe, avec ta blonde, puis ça vous apporte beaucoup trop de challenge pour vous deux, puis vous décidez vous de séparer. Est-ce que tu vas te séparer parce que t'es pas heureux, puis tu veux pas que ton enfant voie ça, ou tu vas rester avec ton enfant avec ta blonde, ton enfant va vous voir malheureux, puis il va le vivre, là, parce que, tu sais, eux, ils ressentent tout, là. C'est juste, là, la fois que j'ai perdu le bébé, ma fille a dit « Perdu, maman Bedon. » Maman, t'es triste? Tu sais, elle ressent ça. Elle a vu. Elle te voit vivre dans tout... Elle te voit vivre tes émotions, puis eux, c'est des éponges, fait qu'ils vont juste éponger tout ce que tu vas leur donner. Fait que, tu sais, s'ils voient que t'es malheureux avec ta blonde, ouais, ils vont te redonner les mêmes ils vont reproduire les mêmes choses plus tard. Ils vont rester avec leur conjoint ou leur blonde, ou parce que même si t'es pas heureux, ça sert à rien. Tu sais, comme j'ai vu mon père ou ma mère pas être heureux pendant tant d'années, là, aujourd'hui, ils sont corrects. J'ai envie de te demander, c'est comment ta relation avec tes parents? Ah, moi, j'ai une belle relation. Je suis chanceuse. Mes parents, là, sont toujours là. Que pour n'importe quoi. Ils ont toujours été là. Ils m'ont toujours soutenu dans tout ce que je voulais faire. J'ai pas les parents les plus riches. Mais mon Dieu, qui ont été présents. J'ai des beaux souvenirs avec eux. J'ai juste la tempête, là. Moi, je suis devenue un enfant, là, de 5 ans, là. Je voulais aller jouer dehors avec ma fille qui a juste 2 ans, puis elle est comme, pourquoi? C'est froid. Puis moi, je suis comme, non, mais on va glisser, on va faire un fun. Tu sais, elle a juste 2 ans. Mais tu sais, moi, mon père, il passait des journées dehors avec moi à construire des forts, à jouer, à glisser, à faire des bonhommes de neige, des combats de boules de neige. Tu sais, juste tout ça. Tu sais, mes parents m'ont toujours soutenu, puis ils ont toujours été vraiment présents pour moi, que là, comme, c'est tout ce que je veux reproduire. Je veux juste être là, je veux qu'elle se sente bien. Je veux juste son bien.
Tu m'as fait penser à ça. Un enfant de 2 ans, ça parle, non? Ça dépend. Moi, la mienne, oui. Elle parle beaucoup. Est-ce que ça peut exprimer des pensées claires et tout? Des pensées claires. Mais tu sais, ça va... Bon, elle va clair dire- pour son âge, on va dire, je sais pas quoi. Est-ce qu'elle peut dire, ah, maman, j'ai envie de manger? Oui. Ouais, des trucs comme ça, des Ouais. trucs simples, hein. Maman, moi, je veux manger. Moi, j'ai faim. Mais il pourrait pas dire des phrases plus complexes? Ou... Mais là, elle dit beaucoup de mots. Elle commence à faire des phrases. C'est comme des fois, elle me regarde, elle dit, moi, maman, je suis triste. Oh, elle te dit ça? Oui. Ben, c'est une fakeuse, là. On va se le dire. C'est une comédienne. Elle va faire semblant. Elle va se coucher à terre et elle va faire semblant. Moi, maman, je suis triste. Ah, c'est cool, vraiment, le lien avec les enfants. Aïe, aïe, aïe. Ça refait sortir ton enfant intérieur que t'avais, que tu oublies en grandissant, je trouve. C'est comme si ça te permet de te recentrer sur les choses importantes de la terre, de la vie, en ayant ta profession, parce que parfois au travail, ça peut être difficile, ça peut être chaud et tout. Tu te concentres sur des problèmes essentiels, mais pas vitaux. Et là, le fait d'avoir un enfant, ça te recentre sur c'est quoi l'importance de l'humanité, l'importance de l'amour, l'importance d'apprendre, l'importance d'éduquer bien ses enfants. Mais d'être une bonne personne, c'est vrai. Parce que je pense que même le fait de devenir parent peut faire en sorte que plein de gens deviennent une meilleure version d'eux-mêmes. Est-ce que tu trouves que ça a ressorti le meilleur côté de toi ou le pire côté de toi, être en mère? Moi, ça l'a sorti le meilleur. Je suis donc... Pour vrai, je suis vraiment patiente avec ma fille. Ma Mais patience... est-ce une qualité ou un défaut pour plus tard? C'est-à-dire, si tu es trop patiente avec ta fille, Mais je pense qu'il y a est-ce que ça va pas créer quelqu'un qui se permet de tout faire? Est-ce que c'est non, elle a des limites. Trop soft? Non, elle a des limites pour certaines choses. Ok. Je peux te donner un exemple? Ah, c'est quoi? Elle m'a craché d'en face. Pour rien. Je l'avais même pas chicanée. J'essayais juste de mettre son manteau parce qu'on s'en allait. Ta fille t'a craché dans la face? Ma fille m'a craché. Là, j'étais comme... OK, là, prends un 2 minutes, là. J'ai pris un 2 secondes. J'ai fait comme, OK, là, tu t'en vas... Parce que... Moi, je la mets pas dans sa chambre si je la chicane. Puis, tu sais, elle a juste 2 ans, fait qu'elle comprend pas ce qu'elle fait. Mais elle est assez intelligente pour comprendre qu'on crache pas, là. Fait que là, comment je la chicane? Parce que j'ai commencé à la chicaner parce qu'elle fait des mauvais coups comme ça. Elle crache à terre. Elle tape. C'est des choses normales de l'évolution d'un enfant. Sauf que quand ça fait 20 fois que tu dis de ne pas te taper ou qu'elle te mord, à un moment donné, il y a des limites. C'est ça que je te dis. Je savais pas que les enfants crachaient dans la face des parents. Moi, là, j'étais comme... un enfant de 2 ans peut faire des choses comme ça? Non, c'est la première fois qu'elle me l'a fait. Tu sais, elle va cracher à terre, là, parce qu'elle apprend à cracher dans son bain pour recracher l'eau. Puis là, maintenant, elle crache tout le temps. Là. J'ai un petit lama, là. Ok, peut-être pour elle, c'est comme un apprentissage de cracher, genre. Ok, elle apprend là, je suis à comme, cracher. non, Charlie, on crache pas. Charlie, faut pas cracher. On fait pas ça. Mais quand tu sais, tu dis ça, elle crache plus. Ben oui. Ça teste les limites. Fait que là, et comment tu réagirais face à ça? C'est-à-dire comment j'ai réagi? Ouais. En fait, moi, je la chicane pas. Je la mets pas dans sa chambre parce que c'est son safe place. Moi, je veux qu'elle se sente bien dans sa chambre. Tu sais, nos parents nous chicanaient, nous envoyaient dans notre chambre, va réfléchir. Sauf que c'est là où tu as tes jouets, c'est là où tu dors, c'est là que tu es censé être safe. Fait que moi, ce que je fais, c'est qu'elle a une chaise de punition. Ben, un banc de punition. Je l'assois sur son banc. J'y mets un timer de son âge. Elle a 2 ans, tu t'assois 2 minutes. Tu te lèves pas tant et aussi longtemps que le timer il a pas sonné. Là, elle s'assied, elle pleure, elle essaie de se lever. Maman, moi, je veux maman. Je suis comme, non, Charlie, tu restes sur ton banc. Wow. Le minuteur, est-ce qu'il a sonné? Non, maman. Je suis comme, on reste sur le temps, sur ton banc. Wow. Puis là, après, ben, je vais me mettre à sa hauteur. Puis je vais dire, est-ce que tu as le droit de cracher sur maman? Elle va dire oui. Elle me regarde, puis elle fait non. Est-ce que tu as le droit de cracher par terre? Non. Je dis, pourquoi tu l'as fait? Je sais pas, parce qu'ils savent pas pourquoi ils le font. Fait que je suis comme, je dis, qu'est-ce qu'on fait quand on fait quelque chose de pas correct? M'excuse.
Mais tu sais, moi, elle a 2 ans, puis elle comprend ça. Elle est rendue à cette étape-là. Mais il y a un enfant de 2 ans Que lui, il est... que, lui, il est pas rendu là. Il est pas rendu à l'étape de comprendre. Puis c'est correct, tous les enfants évoluent à leur façon. Fait que tu peux pas chicaner un enfant pareil d'un enfant à l'autre. Parce que c'est pas la même personne et c'est pas la Non. même évolution. Puis il y a des enfants qui évoluent plus vite que d'autres. Il y en a d'autres que... je pourrais pas chicaner mon neveu comme ça, là. Parce qu'ils ont la même âge, ils ont 3 semaines de différence. T'es en train de dire ton neveu est plus non, parce qu'un lent. petit gars, c'est toujours plus lent qu'une petite fille. Oh! Ouais? Oui. C'est prouvé scientifiquement qu'une petite fille va évoluer beaucoup plus rapidement qu'un petit gars. Oh! Tu sais, les adolescentes vont toujours aller vers un gars plus vieux. Parce que on n'évolue pas au même niveau, en même temps, sans nécessairement dire que les hommes ou les petits gars sont plus... En fait, sont plus lents sur certaines choses, mais sont plus rapides sur d'autres. C'est comme la motricité. Ils vont être plus rapides. Ma fille, elle a parlé beaucoup plus vite que mon neveu. Elle fait beaucoup plus de phrases que mon neveu. Mais lui, il a fait beaucoup plus de choses que ma fille avant elle. Il s'est promené à 4 pattes avant, il s'est tourné du dos au ventre avant. Okay. Comme, il y a beaucoup de choses que moi, ma fille était plus lente. C'est juste qu'il y a certains aspects que je peux pas chicaner mon neveu de la même façon que je peux chicaner ma fille parce que lui, il comprend pas ce qu'il fait vraiment de mal, tu sais. Wow. Tout ça, c'est vraiment très intéressant de voir la maternité, ces sujets-là pour elle. C'est challengeant. Ça sort de l'ordinaire. C'est des choses que même moi, là, avant d'être maman, je savais pas. Il y a beaucoup de fois que je me disais quand que ma fille était plus bébé, plus jeune, j'étais comme, mais là, ma fille est en retard. Elle n'est pas capable de se tourner. Ah, parce que tu le comparais à son oui, neveu. mais tu peux pas comparer un enfant à un autre. C'est pas c'est 2 œufs, on va dire, différents. Exactement. Je viens de voir. On est à ma marque fatidique de 1 heure pour ceux qui regardent et qui sont habitués. Je me promets de faire des épisodes intéressants, des discussions sincères pour atteindre les cœurs. Mais j'ai une autre promesse. Ça peut pas être plus long que 1 heure. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous? Merci. Merci de me permettre de parler d'un sujet qui n'est pas assez parlé. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que j'aimerais ça, et au moins qu'une personne ne se sente pas aussi seule à ce moment-là. Wow. Si je peux avoir aidé une personne à se sentir moins seule dans cette épreuve, ben sache que tu n'es pas toute seule. Wow. Si tu as envie de parler, si tu as envie d'avoir des conseils, viens me parler, ça va me faire plaisir. J'aurais pas pu mieux dire. Il y a probablement des ressources aussi pour ça au Canada, au Québec. Donc, n'hésitez pas à prendre l'aide et consulter les gens que vous avez besoin de consulter pour mieux vous sentir. Parlez de ces choses-là à votre famille. C'est important d'en parler. Voilà pourquoi on s'en parle à Parlons-nous. Et sur ce, à la prochaine.